c'est la vie dans ce tramway derrière la corniche. Tout d'abord, n'hésitez pas à aller écouter cette sublime chanson de SCH qui m'accompagne presque tous les jours depuis la première fois que je l'ai écoutée. Et ensuite, place à la 10e position. You fill the whole thing. It'll be a universe. Life of Chuck, écrit et réalisé par nul autre que Mike Flanagan, qui est l'un de mes auteurs préférés de tous les temps. J'aime énormément, que ça soit dans ses séries ou dans ses films, la manière qu'il a d'écrire ses récits, d'écrire ses personnages. Le cinéma de Mike Flanagan est un cinéma qui a toujours été extrêmement bavard, et je peux comprendre que ça en dissuade certains ou certaines de s'y intéresser. Mais, je vous en conjure, tentez quand même le coup. Parce que même si c'est effectivement extrêmement bavard, ça ne l'est jamais de manière inintéressante, vaine ou stupide. Au travers de leurs dialogues, les personnages écrits par Mike Flanagan vont toujours marier de manière passionnante, selon moi, une profonde intimité à une certaine immensité, que ça soit dans l'expression de leurs sentiments, joyeux ou malheureux, tout en allant puiser dans de multiples théories sur le sens de la vie ainsi que de la mort, mais ce n'est jamais pompeux, ce n'est jamais ridicule, parce que, au fur et à mesure que j'avance dans la filmographie de cet auteur, je me rends compte que c'est souvent traité avec une certaine complexité humaine candide, ce qui évite, selon moi, l'arrivée de gros sabots, d'un côté prétentieux. On est très loin de ça, on est beaucoup plus vers une poésie rassembleuse sur ce qui fait de nous, êtres humains, nous, et ce de la manière la plus belle et pure possible. Après, tout cela n'empêche pas Mike Flanagan de posséder également une certaine rigueur dans son cinéma, notamment en termes de visuel, où dans un premier temps, ce qu'il nous propose paraît assez simple, alors qu'en vérité, derrière, il y a une grande complexité qui se cache. C'est ça le cinéma de Mike Flanagan. C'est un cinéma qui décide de faire un immense et poétique focus sur toute la complexité qui se cache derrière les éléments aux allures simplistes, et pourquoi il ne faut pas en avoir peur, pourquoi il faut au contraire se cultiver dessus. Et tout ça, on le retrouve merveilleusement dans Life of Chuck. Et en plus de ça, Life of Chuck peut être vu, selon moi, comme une certaine forme d'accomplissement dans le travail de cinéaste de Mike Flanagan, puisqu'il s'agit probablement, toujours selon moi, de son œuvre la plus universelle, même si on y retrouve tous ces gimmicks d'une certaine complexité, encore une fois. Il n'y a pas de côté consensuel, il n'y a pas de côté lisse, donc chapeau l'artiste. Life of Chuck, c'est un entre-deux dans la carrière du cinéaste que je trouve véritablement passionnant, magnifique de tous les instants, que je trouve être l'un des meilleurs films de l'année. C'est pour ça que je le mets dans mon top film 2025 et que je vous conseille vivement de le découvrir si ce n'est pas encore fait. Maintenant, place à la 9e position. If you want to get on in this life, there are things you have to ignore. Tu ne mentiras point, écrit par Enda Walsh et réalisé par Tim Melliant. Sur ce film, je vais être assez rapide. Il m'a beaucoup plu. En même temps, c'était évident, puisqu'il est dans mon top film 2025. Il m'a beaucoup plu dans un premier temps parce que je trouve les prestations des comédiens et comédiennes vraiment saisissantes de bout en bout. Il m'a beaucoup plu dans un deuxième temps parce que je trouvais le postulat du long métrage, à savoir parler d'une Irlande contaminée par le silence, par les non-dits, comme un poison qui s'insimine dans la vie publique ainsi que la vie privée, vraiment passionnant, parce que c'est très différent de l'Irlande que moi je connais. Et il m'a beaucoup plu dans un troisième et dernier temps pour sa tonalité ambiante, ses inspirations visuelles très à la Lynch, mais un Lynch bien plus froid, bien plus sombre qu'à l'accoutumée. Est-ce que si je revois le film maintenant, j'y repérerais le même mojo? Je ne sais pas, mais force est de constater qu'à l'époque, ça m'avait profondément marqué et en bien. Donc, je vous conseille vivement de découvrir Tu ne mentiras point, un long métrage au sujet aussi glaçant que captivant dans son traitement. Un film qu'il ne faudrait pas louper. Et on enchaîne avec la 8e position.
Creation of the Gods 2 Demon Force, écrit par Wershan, Jianan Ran ainsi que Ping Ran. Et Wershan revient à la réalisation pour nous offrir un immense spectacle de tous les instants, aussi épique que réjouissant. Un film où la politique est tout aussi bien traitée que la fantasy, où les personnages sont tout aussi captivants que leur gigantesque univers. Ce que je retiens de Creation of the Gods, que ça soit la partie 1 ou la partie 2, c'est que c'est un cinéma qui sonne continuellement comme extrêmement libérateur, que ça soit en termes d'ambition, de tentative, tout en étant parfaitement maîtrisé, c'est-à-dire que je n'ai pas la sensation que ça finit par déborder de manière indigeste, bien qu'il y ait énormément d'éléments. Si je devais faire une comparaison un peu bâtarde, c'est un petit peu comme un Seigneur des Anneaux à la chinoise, non en termes de récit, mais en termes d'ambition créative, de visuel ou encore d'effets spéciaux numériques, qui dans un premier temps vont peut-être nous dérouter, mais dans un deuxième temps vont se révéler vraiment intéressants, notamment en termes de texture, dans ce que ça va raconter visuellement de différent sur l'imaginaire chinois par rapport à l'imaginaire européen ou l'imaginaire américain. Encore une fois, je vous conseille vivement de découvrir Creation of the Gods partie 1 ou Creation of the Gods partie 2, premièrement parce que, comme je l'ai dit, c'est des immenses spectacles qui vont vous en mettre plein la rétine, et deuxièmement parce que si vous en redemandez après, eh bien vous serez content d'apprendre qu'il va y avoir un troisième opus. Creation of the Gods partie 2, ça enrichit aussi bien son ambition que son univers et que ses personnages. Bref, j'adore. Continuons avec la 7e position. Un parfait inconnu, écrit par James Mangold ainsi que Jay Cox, avec James Mangold qu'on retrouve également à la réalisation. Alors celui-là, j'en ai pas parlé au moment où il est sorti. Premièrement parce que je l'ai vu bien plus tard, et deuxièmement parce que, après l'avoir vu, j'ai eu besoin de le laisser mûrir de plus en plus dans ma tête pour me forger un véritable avis dessus. Et force est de constater que premièrement, j'aime beaucoup la patine visuelle du film que je trouve très délicate et en accord avec l'ambiance que travaille James Mangold dans son écriture, avec ses personnages, mais aussi dans sa mise en scène. Par exemple, quand je pense au film à cet instant précis, il me fait ressentir l'effet d'une brise d'été pendant un orage, et je trouve que c'est parfaitement en accord avec ce que raconte le film également. Car le film m'a plu, deuxièmement, dans la façon qu'il a d'aborder le fait de devenir une star, les implications ainsi que les conséquences que ça crée, que ça soit pour nous, notre entourage proche, ou encore le public, le monde qui soudainement nous écoute, dans une situation qui, comme dépeinte dans le long métrage, me semble avoir été une situation assez charnière pour les États-Unis. Je trouve le travail d'écriture, le travail de propos, véritablement marquant, notamment en ce qui concerne cette star qui est apparue tout d'un coup et qui a en même temps réussi à apaiser et cliver de par ses choix. Cet apaisement, ce clivage qui vont non seulement créer des fêlures en lui, mais également dans son public et dans son pays. Je trouve tout le propos qui concerne l'influence de ce qu'est une star et son travail véritablement passionnant de bout en bout, en plus du fait que le tout est extrêmement bien interprété par la totalité des comédiens et comédiennes. Il y a une poésie, il y a une tendresse, mêlée également à une certaine dureté du métier, du milieu, du pays à ce moment-là, que je trouve très bien retranscrite et vraiment saisissante. Avançons avec la 6e position. Better Man, écrit par Michael Gracey, Oliver Cole et Simon Gleeson. Michael Gracey qu'on retrouve à la mise en scène. Better Man qui est tout simplement une très bonne comédie musicale, un très bon biopic, un très bon film, une très bonne comédie musicale, pour la simple et bonne raison que la totalité des séquences de chansons, de musique, regorge d'idées que je trouve particulièrement efficaces et satisfaisantes. Un très bon biopic, parce que c'est un biopic qui n'a pas froid aux yeux, qui n'essaye pas de nous faire croire en permanence que Robbie Williams était un véritable dieu vivant sans aucun défaut et qu'on devait absolument l'aduler en permanence. Non, ça met les pieds dans le plat. Robbie Williams, dans ce film,
est un véritable personnage de cinéma. On explore ces zones de lumière, ces zones de ténèbres, de la même façon, de manière à ce que ça soit captivant et juste vis-à-vis du spectateur. Un très bon film, notamment dans son utilisation du numérique, que je trouve véritablement passionnante dans ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que quand on pense à Better Man le film, ces événements, la manière dont ils sont conçus, le numérique a une place intrinsèque dans tout ça. Il était éminemment volontaire et porteur de sens cinématographique. Il n'était pas là pour faire cache-misère, pour être utilisé de manière facile, de manière flemmarde, comme dans beaucoup de gros films hollywoodiens actuels. Non, on est dans une vraie démarche cinématographique sur l'utilisation du numérique, réfléchie et fascinante, comme peut l'être par exemple Ready Player One. Voilà, j'adore ce film. Donc, encore une fois, je vous conseille vivement de découvrir Better Man si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une expérience de cinéma imposante et vraiment très plaisante. Allez, place à la 5e position. 28 ans plus tard, scénarisé par Alex Garland et réalisé par Danny Boyle. Il n'est pas peu dire que ce long métrage est resté très longtemps dans ma mémoire après mon visionnage et qu'il continue de rester tout aussi fortement. Tout d'abord, grâce à toutes les expérimentations techniques et visuelles de Danny Boyle, qui prouvent qu'il en a encore sacrément sous le coude pour innover de manière tout aussi frénétique que saisissante. Ensuite, parce que de tous les opus composant la saga 28, y compris 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, 28 ans plus tard, Premier du nom, est celui qui m'a le plus attrapé perpétuellement en termes de thématiques et d'émotions liées à ces dernières. C'est un film que je qualifierais de rafraîchissant, que ça soit dans un premier temps dans le domaine du film de zombies et dans un deuxième, tout court. C'est un véritable vent d'air frais, tout aussi poignant que rassurant en un certain sens. Le film travaille une subtilité cinématographique que j'affectionne tout particulièrement, à savoir la poésie de la noirceur, et il travaille le tout de façon admirable, de façon à ce que ça reste profondément ancré en ta personne après le visionnage, et ce, encore très longtemps après. Les comédiens et comédiennes sont formidables, la musique est magnifique. Non, vraiment, la tournure qu'a pris la saga 28 avec cet opus n'est que passionnante. Et qu'est-ce que c'est beau, mais regardez-moi comment c'est beau. Et c'est parti pour la 4e position. We can bring her back. Bring Her Back, ou Substitution en français, écrit par Michael Philippou et Danny Philippou, ainsi que réalisé par Michael Philippou et Danny Philippou. J'adore leur nom de famille. Et j'aime beaucoup leur cinéma également, puisque j'avais déjà bien apprécié La Main, mais alors Substitution, c'est un autre level. En fait, ce qui m'a réellement ému, oui, ému, tout le long de Substitution, c'est la façon dont les frères Philippou ont réussi à parfaitement créer un récit convoquant à la fois une véritable terreur viscérale et énervée, et de la compassion pure, notamment pour son personnage principal, interprété par Sally Hawkins. Quelle bonne idée d'avoir casté cette actrice, généralement habituée à des rôles d'une innocence poétique, d'une gentillesse presque totale, pour lui offrir un personnage beaucoup plus obscur, beaucoup plus malléable. Quelle bonne idée également d'avoir ramené sur la table, dans le cinéma d'horreur, l'utilisation d'éléments, de substances comme l'eau, la pluie, pour nous transmettre des émotions comme le réconfort ou un chagrin profond. Et enfin, quelle bonne idée, encore une fois, d'avoir dans un premier temps créé un univers aux allures gigantesques dans son horreur pour ensuite le ramener dans une zone beaucoup plus intime et toujours de manière fluide et intéressante. Substitution est un long métrage horrifique que j'affectionne énormément, qui arrive tout autant à prendre son temps qu'à être extrêmement radical par certains instants. Donc, je vous conseille, encore une fois, vivement de le regarder. Par contre, attention, c'est pas à mettre devant tous les yeux, parce que le dénommé Holly dans le film, il est quand même très gourmand, et très gourmand pour des choses qui ne se mangent pas habituellement. Let's go pour la 3e position. Et des tourbillons formèrent une figure qui conduisait le traîneau. C'était une grande et belle dame, la reine des neiges au pays.
personne. La Tour de glace, écrit par Lucille Hadzialilovic et Geoff Cox. Et c'est également réalisé par Lucille Hadzialilovic. Un long métrage qui, il me semble, dans mon souvenir, a quand même été une surprise pour moi, parce que je m'attendais à l'aimer, mais pas autant que ça. L'ambiance est remarquable, c'est l'une de celles de l'année dernière qui m'a le plus marqué et qui continue le plus de me suivre encore aujourd'hui, cet onirisme ambiant que je qualifierais de tout aussi chaud que froid, c'est très étrange. Pour dépeindre ce qu'est une véritable emprise, m'a beaucoup passionné. Avec ces décors qui vont tantôt être sublimés ou pervertis par la présence de l'âme humaine, avec ces comédiennes d'un immense talent, que ça soit pour la poésie enfantine ou la malignité de l'adulte, avec ces visuels, ces décors, cette photographie d'une grande rigueur pour alimenter ton imaginaire de spectateur, mais également celui du personnage principal que tu es en train de suivre. Non, c'est vraiment formidable la Tour de glace. Ça peut être compliqué à se bouffer, je le conçois, mais je pense que certains ou certaines d'entre vous peuvent en ressortir tout aussi marqués que moi. Voilà maintenant la deuxième position. If you are not to avoid love, then I am willing to watch. Frankenstein, écrit par Guillermo del Toro d'après l'œuvre de Mary Shelley et réalisé également par Guillermo del Toro. Je vais être très rapide sur celui-là parce que j'ai dédié un épisode d'Enfants du cinéma en compagnie de Linking Tao de 1 heure sur Frankenstein. On a vraiment débroussaillé le film comme il fallait. Je trouve ce long métrage pratiquement parfait. Il ne l'est pas, puisque la perfection n'existe pas, mais il s'en rapproche. Visuellement, c'est absolument merveilleux, que ça soit dans l'utilisation d'éléments pratiques ou l'utilisation d'éléments numériques. Tout ce qui va être raconté sur la frontière entre ces deux méthodes pour créer le rêve cinématographique est plus qu'intelligent. Mais surtout, ce qui m'a complètement absorbé durant mon visionnage de cette nouvelle adaptation de l'histoire de Frankenstein, c'est tout le focus qui va être fait dans le fond du long métrage sur les dichotomies du monde liées aux dichotomies de l'âme humaine. Je pense que ce film est arrivé au bon moment dans ma vie par rapport à certaines questions que je me posais à l'époque, et je trouve que c'est une véritable prouesse de réussir à créer une œuvre artistique telle que Frankenstein de Guillermo del Toro, qui arrive à autant t'apporter des réponses que t'apporter encore plus de questionnements, ce qui permet au film d'exister de manière plus dans ta tête. Rajoutons à cela que c'est un petit peu le Avengers Endgame de l'univers de Frankenstein, c'est-à-dire que ça va réussir à faire un melt-up de plusieurs points qui ont été liés à la figure de Frankenstein au fur et à mesure du temps au cinéma, et ce, toujours de manière pertinente, je trouve. Le casting est en béton, certains morceaux de la musique d'Alexandre Desplat me restent vraiment en tête. Bref, Frankenstein, c'était une expérience de cinéma que je juge rare et importante, du moins pour moi, et j'aurais adoré la voir au cinéma. Et maintenant, mes chers illustros, place à la première position. Et il y a des gentils oiseaux du printemps qui m'accompagnent dans mes audios, c'est sympa. Dieu que j'adore le montage et la musique des deux trailers de ce film. Une bataille après l'autre, scénarisée par Paul Thomas Anderson, PTA comme on aime l'appeler, d'après l'œuvre de Thomas Pynchon, et c'est également réalisé par Paul Thomas Anderson. PTA. Un film où, premièrement, je suis content de autant l'adorer. Parce que moi et PTA, à l'époque, ça avait pas très bien commencé, notre relation, puisque j'avais détesté son Phantom Thread. Après, j'avais adoré son Licorice Pizza, donc le chemin commençait déjà à devenir un peu plus agréable. Et une bataille après l'autre, c'est oui. C'est 2 fois oui, c'est 3 fois oui, c'est un immense oui, premièrement parce que je suis complètement saisi de bout en bout par le travail de mise en scène de Paul Thomas Anderson, le travail de photographie, le travail sur la pellicule. Je trouve le tout de la forme très impressionnant.
et je trouve que le tout du fond l'est tout autant. Car c'est un film qui, selon moi, politiquement, est tout aussi réfléchi, complexe qu'abordable, parce que je me considère pas, par rapport à d'autres personnes qui ont mon âge, comme avoir un éveil politique au-dessus de la moyenne. Je suis encore en train d'écouter, de lire, de me cultiver politiquement pour avoir un regard sur le monde étant le plus proche de la réalité. Et il se trouve qu'Une bataille après l'autre, dans sa complexité, a également réussi à trouver des biais d'abordabilité dans sa mise en scène, dans son écriture ou encore dans son acting, pour les personnes comme moi, qui sont encore en éveil politique. Du moins, je le pense sincèrement et surtout, je le ressens vis-à-vis de moi. Est-ce que c'est la même chose vis-à-vis de vous? Je ne sais pas, mais je vous fais part de mon ressenti très personnel. Et donc, le film m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui font ce monde. Je trouve notamment la façon qu'a le film de se focus sur les failles des systèmes appartenant à toutes les couleurs politiques vraiment passionnante et enrichissante. Notamment dans ce que ça offre en termes de cinéma, parce que les scènes marquantes dans ce long métrage, en termes de tout ce qui fait un film, c'est-à-dire l'écriture, la mise en scène, l'acting, la musique, etc., il y en a plus qu'une pelletée. Tout fonctionne toujours très bien, que ça soit dans les inspirations provenant d'autres films, dans ce que le film crée de lui-même, ou dans les inspirations provenant carrément d'autres médiums. Tout se marie parfaitement bien, tout est captivant, cinématographiquement. Donc bravo et merci PTA, tu as réalisé ce qui est pour moi le meilleur film de l'année, ça l'est également pour beaucoup d'autres personnes, je le pense, je le sais, en plus tu as été v'là récompensé pour ton œuvre, je trouve ça amplement mérité et je considère que ton œuvre va rester. Et voilà les Illustros, c'en est tout pour ce top film 2025 qui aura mis du temps à sortir, mais il est enfin sorti. Je me suis donné à fond pour qu'il soit agréable, intéressant, j'espère que ça a été le cas. Si vous trouvez que ça a été le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également, ça fait toujours super plaisir. Tous mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent, notamment sur El Famoso Letterboxd. Maintenant je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!